Coucou tout le monde, ici Tata Neshua pour une vidéo Tata vous t'aime édition dans laquelle on va parler du métier d'éditeur et d'éditrice. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? C'est payé combien? Quelles études il faut faire? Allez c'est parti, éditez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. C'est quoi un éditeur, une éditrice? Alors, pour la définition du métier, il est vrai que l'on peut effectivement glaner des informations sur Internet, sur Ecosia ou Google si vous n'aimez pas planter les arbres, mais je me suis dit, pourquoi pas demander directement à des éditeurs et des éditrices quelle était leur définition finalement de leur métier. J'avais pour ce fait posé la question sur Twitter ainsi que sur Instagram et j'ai eu beaucoup plus de réponses sur Twitter et aussi sur mon Discord. Et je remercie beaucoup les personnes qui ont répondu aux questions, qui ont consacré de leur temps pour moi et pour cette vidéo. Donc, d'après JS Édition, si on se réfère à la définition large, c'est la personne qui permet la publication et la mise en vente d'une œuvre. Dans mon cas, il s'agit de livres. D'après Émilie Ancio, je pense que ça se dit Ancio, pour Livres Édition. C'est la personne qui va sélectionner un manuscrit, le retravailler pour l'améliorer dans tous les sens du terme et selon tous les aspects possibles. Ça, c'est dans de grandes maisons d'édition. Dans les plus petites maisons d'édition indépendantes, l'éditrice s'occupe aussi des relations avec la presse, de la réalisation des communiqués, des réseaux sociaux, de la présence en salon, des rencontres avec les libraires, etc., etc. De mon côté, je délègue tout ce qui concerne la correction et la réalisation de couverture et la gestion du compte Twitter. Je pense qu'elle a bien raison, puisque l'air de rien, c'est quand même un sacré travail. D'après les éditions Voyelle, gérées par Corinne Guiteau, je pense. Une personne passionnée qui aime tellement les livres qu'elle a envie d'en proposer au public. Du moins, c'est ainsi que je le vois. Ce n'est pas forcément ce qui motive tous les éditeurs actuellement en activité. En tout cas, c'est ce qui m'a amené à le devenir. Alors, il y a aussi une autrice qui a répondu effectivement à cette question et je vais quand même récupérer son témoignage puisque j'aime bien avoir, on va dire, tous les points de vue. Je ne me suis pas forcément arrêtée au point de vue des éditeurs et des éditrices. Il y a d'ailleurs aussi un autre auteur, Edouard H. Bless, si je le prononce bien, qui m'a aussi envoyé un petit mot, mais vous inquiétez pas, je dirais plutôt vers la fin de la vidéo. Donc, pour une autre autrice qui m'a répondu, je vais la nommer Calviso. Pour moi, un éditeur, c'est comme un producteur. Il va chercher le manuscrit qui va faire mouche parmi tous les textes envoyés par les auteurs. Alors c'est peut-être pas objectif, mais hélas, même en édition, c'est pas mal de pistons. Il me semble que c'est seulement 1% des manuscrits publiés, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il a à peu près, on va dire, compris ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'on envoie pas mal de manuscrits. Alors au passage, c'est plutôt des tapuscrits, mais bon, je reviendrai pas là-dessus, qui sont envoyés aux maisons d'édition, peu importe qu'elles soient grandes, moyennes ou petites, et effectivement, il n'y a pas autant d'ouvrages qui sortent toutes les semaines. Donc il y a effectivement ce qu'on appelle des élus, j'aime pas trop ce terme, il y en a beaucoup effectivement qui disent « Ah ouais, voilà, t'as été publié, ça y est, t'es l'élu, etc. » Bon, bref, c'est pas grave, mais on est peut-être dans ces eaux-là, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai effectivement gardé ce témoignage et nous allons passer à la question suivante. Quelles études, formation? Effectivement, que faut-il faire pour être éditeur ou éditrice? Et là, je commence par le témoignage de quelqu'un qui a voulu rester anonyme, donc je veux dire un ou une anonyme. Bon, je ne juge absolument pas, d'ailleurs j'avais aussi posé la question pour les témoignages, est-ce que vous voulez garder votre anonymat ou pas? Donc attention, je cite, aucune. Après, je me suis formée un peu sur le tas, j'ai fouillé sur internet et j'ai pris conseil auprès d'éditeurs et d'éditrices. Il y avait aussi des directs sur Instagram, je listais tout. Fin justement de citation. Donc là, on est sur la formation sur le tas. Ensuite, d'après les éditions Voyelle, gérées par Corinne Guiteau, je pense qu'à la fin je vais dire Corinne G. Je pense qu'une formation universitaire peut être utile. J'avoue n'en avoir suivi aucune, je suis une autodidacte, mais ce n'est pas pour autant que je considère qu'on peut devenir éditrice en claquant des doigts. Quoi? Allez, ça y est, est-ce que je peux être éditrice? Non? Oh là là, la blague. J'ai commis beaucoup d'erreurs qu'une formation universitaire m'aurait sans doute évité de commettre. Fin justement de ce témoignage. Ça j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a l'idée de prendre du recul. Il est vrai que peut-être qu'avec une formation, peut-être moins d'erreurs, ou en tout cas, on fait tout pour peut-être éviter de les commettre. À voir. D'après JS Édition, je pense qu'il y a plusieurs manières de devenir éditrice. On peut emprunter la voie classique avec un master en édition, mais on peut aussi le devenir à force d'expérience et de formation continue. Selon moi,
On continue d'apprendre et de devenir meilleur tout au long de sa carrière en pratiquant, en lisant, en étudiant des scénarios à succès, en partageant entre professionnels, en se tenant à jour avec des formations, en apprenant les spécificités de chaque étape de la création d'un livre, etc. J'aime beaucoup ce témoignage, le témoignage de JS Édition, puisqu'il y a les deux aspects. Il y a tous les aspects de la théorie avec les formations par exemple, et aussi bien le côté pratique. J'aime beaucoup. D'après Émilie Ancio pour Livres Édition, je suis un très mauvais exemple car j'ai un master en biologie des organismes et écologie et un doctorat en sciences biomédicales, donc aucun rapport avec la littérature. En petite parenthèse, je trouve ça génial comme formation. Mais ce parcours m'a permis, surtout le doctorat, d'apprendre à gérer un projet et à acquérir de très nombreuses compétences transversales. C'est pas faux. Ensuite, donc je glisse un MP, encore une fois anonyme, que j'ai reçu à la suite de mon post qui demandait des témoignages. Si tu veux avoir de vrais témoignages d'éditeurs, c'est pas sur les réseaux qu'il faut demander, mais sur le terrain, va en salon et t'en sauras plus. Je me permets de réagir à cette personne qui, voilà, très clairement a fait un faux compte et l'a supprimé 12 heures après. Je suis déjà allée en salon. Je suis pas quelqu'un qui connaît pas les salons. Je suis pas quelqu'un qui n'est jamais allé voir, comme on dit, de soi-même, je sais pas si vraiment si ça se dit, les éditeurs et les éditrices. Sachez tout de même qu'en salon, parfois, je dis pas tout le temps, les éditeurs et les éditrices n'ont pas le temps d'échanger de longues minutes. Et en plus, quand c'est à l'oral, quand justement il y a une discussion, on n'a pas forcément le recul de l'écrit. On ne peut pas rebondir sur un mot ou une phrase. Après, oui, pour le vlog des salons par exemple, j'ai interviewé une maison d'édition, la faucheuse de mots avec son éditeur, et une autrice qui était présente, mais chut, pas encore pour tout de suite. Après, sachez que j'ai envoyé des mails à certaines maisons d'édition, voilà, pour savoir si ils ou elles pouvaient m'accorder, voilà, les éditeurs et les éditrices, un petit peu de temps, quelques minutes pour répondre au moins à une question. J'ai jamais eu de réponse. Voilà, c'est-à-dire que c'est même pas un non ou quoi que ce soit, je n'ai pas eu de réponse. Alors peut-être que j'en aurai une du coup dans 6 mois. Ce serait quand même un petit peu assez drôle en fait d'en avoir une dans 6 mois, comme si on soumettait un manuscrit. Mais voilà, j'en ai pas reçu. J'ai essayé, on pourra pas dire que j'ai pas essayé, mais quand il n'y a pas de réponse, voilà. Et n'allez pas me dire, ok, donc du coup t'as pris la solution par défaut et t'as demandé sur les réseaux. Pas du tout, la question a été posée sur les réseaux sociaux 3 jours avant, même peut-être 4 jours avant que j'envoie justement les mails aux maisons d'édition. C'est parce que j'ai reçu justement ce MP que je me suis dit, ok, j'essaye quand même, j'envoie des mails à certains services, communication et autres des maisons d'édition. Ça pourrait être très concluant. Et sachez que je creuse un petit peu en ce moment par rapport à une petite plateforme de service. Ah, j'adore fourrer effectivement mes griffes un petit peu partout. Ne vous inquiétez pas, j'ai une carapace assez solide. Ouais, j'aime bien me mettre un petit peu en danger, surtout pour vous et pour vous renseigner au mieux. Bref, revenons à nos tardigrades. Le rôle précisément d'un éditeur et d'une éditrice. Et ceux et celles qui m'ont vu taper le micro auront le droit effectivement à un cookie. Non, c'est des traits succincts. D'après JS Édition, pour moi, là où l'éditeurice est vraiment dans le cœur de son travail, c'est quand elle sélectionne les textes à publier et qui elle aide les autoristes à les peaufiner. Ce sont vraiment ces deux postes qui sont spécifiques et où elle n'est pas interchangeable. D'après Émilie Ancio pour Livres Édition, sélectionner un manuscrit et accompagner l'auteur pour l'amener à son meilleur potentiel. C'est ça son rôle. D'après les éditions donc Voyelles, gérées par Corinne G, faire découvrir au lecteur des manuscrits qu'elle ou il a aimés, les porter du choix du manuscrit à sa publication, mais aussi au-delà, dans les salons, sur les réseaux sociaux, chaque fois que cela est possible. L'éditrice ou l'éditeur est aussi là pour aider l'autrice ou l'auteur à améliorer son texte et à en tirer le maximum. Je suis complètement d'accord avec ça, c'est un petit peu aussi ce que je fais, mais dans un rôle moindre, faut pas exagérer non plus, en tant que directrice éditoriale chez LDT Édition, à savoir le labyrinthe de Théa. Je ne suis pas l'éditrice, je rappelle, c'est Tatiana Ramazzotti. Mais oui, je suis complètement d'accord aussi avec cette phrase. Il est vrai qu'on n'est pas du tout là pour juste fouetter l'auteur et l'autrice parce qu'on aime ça. Non, c'est vraiment mais pour les aider en fait à tirer le maximum de leur potentiel. Car oui, quand on sélectionne un manuscrit, c'est qu'on sent du potentiel. C'est pas juste, ouais, allez, voilà, franchement, je vais sélectionner celui-là, je sais pas trop, mais je vais le sélectionner quand même, puis on verra bien. Non. C'est quoi un bon éditeur et une bonne éditrice? D'après l'anonyme, quelqu'un qui a du nez
fiable et bon comptable. Ça m'a fait un petit peu sourire effectivement avec le bon comptable parce que l'air de rien, on revient à l'idée de l'argent et pourquoi pas, hein, c'est pas du tout un tabou. Je rappelle que sur cette chaîne, je parle d'argent, j'en parle d'ailleurs en toute transparence, il n'y a absolument aucun souci avec ça. Et voilà, c'est vrai que très souvent on ne parle pas assez d'argent. L'air de rien, je rappelle qu'une maison d'édition, c'est une entreprise. D'après JS Édition, je pense que c'est une personne qui sait bien s'entourer pour constituer une équipe de qualité. J'aime beaucoup l'idée de bien s'entourer et équipe de qualité, puisque effectivement, il faut savoir s'entourer. Si vraiment on fait les choses, mais tout seul ou toute seule dans son coin, au bout d'un moment, on va craquer. Il faut aussi apprendre à déléguer parfois, même si, je sais, il y en a beaucoup qui sont là dans le contrôle, il faut absolument tout contrôler, mais il faut savoir déléguer, savoir faire confiance aussi. Après, j'ai pas dit, hein, l'erreur est humaine. Il y a forcément des petites erreurs, des petits couacs qui peuvent arriver sur le parcours. L'intérêt, c'est de savoir pourquoi il y a eu cette erreur, de rectifier le tir et après de ne plus la refaire. D'après Émilie Ancio pour Livre Édition, quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait et qui travaille dans l'intérêt de l'auteur-autrice et de son œuvre. J'aime beaucoup effectivement l'idée de son. Pour Calvezou, et je pense qu'un bon éditeur, une éditrice, est celui ou celle qui voit le potentiel d'un roman sans s'attarder sur la renommée ou non d'une personne. On revient effectivement avec ce témoignage à l'idée du piston, de la chance ou quoi que ce soit. Il est vrai que j'aime beaucoup, et surtout quand j'ai travaillé dans des comités de lecture, j'appréciais beaucoup les tapuscrits qui étaient anonymisés. Parce que vraiment, le comité pouvait se concentrer sur l'histoire, sur le texte, sur les enchaînements, sur, on va dire, la manière de construire effectivement le récit, et non pas la renommée d'une personne. Je peux effectivement le dire, puisque maintenant je ne suis plus dans les CL, quand c'était pas anonymisé, et qu'il y avait des noms, alors bon, tout le monde le sait, hein, donc c'est pas un secret, j'ai beaucoup de mal avec les noms, j'ai beaucoup de mal à retenir en fait les noms. C'est pour ça que très souvent je donne des surnoms aux gens, d'ailleurs navré effectivement pour ça, et je sais qu'il y en a qui aiment pas trop, j'arrive pas, j'ai vraiment du mal à retenir les noms. Donc quand je recevais un tapuscrit avec un nom, mais j'avais absolument aucune idée de qui c'était, et c'est durant les discussions sur les Discord par exemple, surtout sur un Discord à un moment, que j'ai compris en fait qui c'était, et je me suis dit ah d'accord, mais en fait toutes les personnes du comité savent qui c'est, et en fait ont lu en conséquence d'eux, c'est complètement biaisé en fait pour la suite. Bon, je sais pas si le tapuscrit a été accepté ou pas, parce que sur le coup je me suis un peu désolidarisée de l'équipe à ce moment-là, parce que j'avais trouvé ça pas très correct en fait, parce qu'on savait qui c'était. Voilà, moi je préfère quand c'est anonymisé. D'après les éditions Voyelles gérées par Corinne G, c'est quelqu'un qui aime les textes qu'elle ou il publie. Quelqu'un qui ne compte pas ses heures non plus, ni ses kilomètres pour aller en salon et faire connaître son catalogue. Quelqu'un qui doit aussi se tenir au courant des tendances, des innovations, des discussions sur ce qu'il publie, entre autres. Et effectivement, on revient aussi à pas avoir non plus la main sur tout, mais n'oubliez pas qu'un éditeur et qu'une éditrice, c'est pas juste quelqu'un qui va être assis à un bureau, qui va récupérer les tapuscrits et qui va dire oui, non, ça passe, non. C'est bien plus profond et bien plus compliqué que ça. C'est vrai que j'ai connu des éditeurs et des éditrices, alors oui, autant être honnête avec vous, il y en a parfois qui faisaient le minimum vital. Et puis il y en a qui comptaient absolument pas le nombre d'heures qu'ils et elles passaient. Et c'était admiratif, mais aussi un petit peu anxiogène, mais attention, pas anxiogène dans le sens où là là, c'est angoissant ou quoi que ce soit. C'est que j'avais, on va dire, peur pour elles et pour eux. Parce que je me suis dit, un jour ou l'autre, ils et elles vont craquer. Et il y en a effectivement parfois qui craquent, malheureusement. Donc vraiment, n'oubliez pas de prendre soin de vous quand même, les éditeurs et les éditrices. Je sais que parfois, il y en a beaucoup qui vous tapent un petit peu dessus. Il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que votre travail. Et j'espère déjà qu'au niveau de cette vidéo, de ce que je vais dire au niveau de cette vidéo, ça va un petit peu ouvrir les esprits. Et qu'il y aura, on va dire, pas non plus une autre vision. On va dire qu'on va voir avec un autre spectre. Et bien sûr, la question... c'est quoi un mauvais éditeur, une mauvaise éditrice? Puisqu'effectivement, comme à chaque fois, j'aime bien voir les points positifs et négatifs des choses. Donc on a eu juste avant, c'est quoi un bon éditeur, une bonne éditrice? Donc maintenant, qu'est-ce qui en fait un mauvais et une mauvaise? Pour l'anonyme. Quelqu'un qui est braqué, qui se remet pas en question comme X, alors j'ai coupé volontairement le nom puisque le nom est affiché. Pas transparent pour les DA, donc les DA je rappelle, c'est le droit d'auteur. Menteur, voleur. Point et fin de citation. Alors oui, il est vrai là aussi, qu'il peut y avoir des éditeurs et des éditrices malhonnêtes. Oui, il y en a parfois, et ça se sait, qui récupèrent des textes dont ils n'ont pas forcément les droits dessus, ou qui vont changer le nom, ou qui ne vont pas respecter, on va dire, ce que l'auteur et ce que l'autrice a voulu pour son tapuscrit.
et bien qui ne versent aussi jamais les droits d'auteur. Oui, ça existe. Il suffit par exemple d'aller sur le groupe Facebook entre auteurs et de se rendre compte que cette question revient souvent. Comment faire pour avoir mes droits d'auteur? Comment faire pour récupérer mes droits d'auteur? Ah là là, j'ai un éditeur, il n'a pas payé justement depuis 2 ou 3 ans, et parfois même plus de 5 ans. Oui, ça existe. Oui, il y a aussi des fois des éditeurs qui partent normalement en salon avec plein d'auteurs et plein d'autrices et qui, le jour même, en fait, eh bien, lâchent tout, craquent complètement ou tout simplement récupérer de l'argent et après s'enfuient dans la nature. J'ai reçu effectivement un témoignage dans ce sens. Alors c'était il y a quelques mois, donc je ne l'ai pas intégré comme tel. Ça existe, oui. C'est malheureux, mais n'oubliez pas que ce n'est pas la majorité. Donc avant, on va dire, de taper sur les maisons d'édition, sur les éditeurs et sur les éditrices, comme je vois d'ailleurs parfois sur les réseaux sociaux, arrêtez de mettre absolument tout le monde dans le même panier. Donc je poursuis. D'après JS Édition, ce serait une personne qui pense déjà tout savoir. Ça aussi, c'est un point de vue intéressant, donc quelqu'un qui ne se remettrait pas en question. J'ai connu un éditeur comme ça, et effectivement, c'était pas le meilleur. D'après Émilie Ancio pour Lire Édition, vaste débat. Je dirais le contraire de ce que j'ai cité juste avant. Des mauvais éditeurs, il y en a plein, que ce soit par négligence ou par malhonnêteté, d'où l'importance de toujours se renseigner avant de signer quoi que ce soit. Point. Je suis complètement d'accord avec elle, avec cette personne-là. Vraiment, oui. Renseignez-vous avant de signer quoi que ce soit. J'ai encore trop d'auteurs et d'autrices qui viennent dans mes mails ou dans mes MP qui regrettent d'avoir signé un contrat d'édition parce que l'euphorie, parce que ah ça y est, je vais être publié, et qui oublient la première chose, la première précaution en fait à avoir, se renseigner. Ne signez pas tant que vous ne savez pas où vous fourrez vos pattes. Et d'après les éditions Voyelles gérées par Corinne G, pour moi ce serait quelqu'un qui ne sait pas écouter ses autrices ou auteurs, qui impose sans discuter, qui croit tout savoir alors que c'est un métier où on apprend sans arrêt. Fin de citation. Je suis d'accord, alors je sais que je vais mettre certaines personnes à dos avec mon propre témoignage. J'ai connu un éditeur un petit peu comme ça, un éditeur en fait qui ne savait absolument pas écouter les autres, mais le pire c'est qu'il faisait croire aux autres, à l'extérieur ou en public, mais bien sûr que si, je les écoute, mes auteurs et mes autrices, je suis le meilleur, blablabla, et en fait en interne ça n'allait pas. Évidemment ça a craqué au bout d'un moment et c'est normal, tout simplement parce que avant de critiquer les auteurs et les autrices sur certains comportements il ou elle aurait apparemment eu, il faut aussi savoir se remettre en question. Car quand justement un auteur dit quelque chose ou fait quelque chose, bon ok, on peut peut-être accuser l'auteur, c'est un auteur diva, c'est tout ce qu'on veut. Quand un deuxième auteur ou deuxième autrice visiblement vit la même chose, ou se dit la même chose, ou parle de la même chose, bon, est-ce que c'est peut-être un complice? Est-ce que justement il y a une mutinerie en cours? Mais on peut quand même un petit peu se poser la question. Quand on arrive à la troisième personne, quatrième personne, cinquième personne, etc., je pense que vous avez compris où je veux en venir, qui parle de la même chose, est-ce que c'est vraiment l'effet de groupe ou, comme ce que l'éditeur en plus a dit, ah là là, mais tout le monde veut ma tête, tout le monde justement veut me voir tomber? Est-ce vraiment ça? Il faut parfois réussir à se mettre en question et savoir prendre du recul. J'ai connu un éditeur qui ne savait pas prendre de recul, qui n'écoutait pas effectivement les autres, mais on en reparlera dans une autre vidéo, parce que c'est pas du tout le sujet de celle-ci. Oui, pour le coup, j'ai eu une très grande baisse en fait de confiance en moi à ce moment-là, parce que je me suis vraiment dit que c'était moi le souci, donc je me suis remise en question. Puis après, j'ai reçu en fait des témoignages d'amis, de collègues, etc. Et je me suis dit, mais en fait, elles aussi, elles ont subi la même chose. Donc finalement, c'était pas nous le problème, c'était lui. Voilà, mais je ne m'étalerai absolument pas plus sur la question, et on arrêtera là effectivement pour ça. Je vais juste me permettre de glisser le témoignage d'un auteur. Alors oui, pourquoi je fais justement une catégorie à part? Eh bien c'est parce que justement l'auteur m'a renvoyé une page, et j'arrivais pas forcément trop à discerner les questions. Et très clairement, je rappelle encore une fois, j'ai pas le temps de décortiquer et de m'amuser justement à relire vos phrases, à les remettre et tout ça. Surtout en période de convalescence, absolument pas, et surtout quand justement c'est fait un peu à la dernière minute. Donc je récupère les témoignages, oui. Après, voilà, je mets dans une autre catégorie parce que je ne me voyais pas, on va dire, couper le témoignage pour le glisser, on va dire, un peu partout. C'est parti, je cite. Je pense que c'est un métier particulièrement difficile, éditoriste, parce que ça demande un nombre de compétences complètement dingue pour une seule personne. J'ai eu de la chance, je n'ai eu que de très bonnes expériences pour l'instant. Mais il faut voir le truc un peu. Éditoriste, ça demande quoi comme compétence? Ça demande de savoir lire, genre super bien lire, de savoir analyser un texte, de savoir corriger. Ça demande de connaître les goûts du public. Ça demande d'avoir des connaissances de directeur artistique pour guider les graphistes sur la couverture. Ça demande de savoir vendre, négocier, prendre contact avec toutes sortes de structures. Moi, je trouve assez dingue comme métier.
vu de loin. Mais en tant qu'écrivain, pour moi, un éditorial, c'est d'abord quelqu'un qui saura comprendre et porter son autorisme. Je n'ai pas encore suffisamment d'expérience dans le milieu littéraire pour te donner autre chose qu'une impression de ma part. Petite parenthèse, je trouve que c'est pourtant un très bon témoignage, pour le coup, et clairement, je pense que j'ai peut-être moins d'expérience que cette personne, ou pas, j'en sais rien. Moi, j'en suis à une vingtaine d'histoires publiées, et publiées dans les maisons d'édition. Je suis en train de réfléchir, oui, il faut vraiment que je relise ma biographie. 6 ou 7, quelque chose comme ça. Il y a à peu près une dizaine de maisons d'édition dans lesquelles je suis allée en tant qu'auteuriste, et c'est vrai que je compte à peu près une cinquantaine dans les CL, mais je suis vraiment pas sûre du chiffre. Fin de la parenthèse. J'ai travaillé avec 3 éditeurs différents. Ah, ouais, alors du coup, moi j'en ai eu un peu plus. Et j'ai eu la chance de sentir à chaque fois qu'ils avaient vraiment aimé ce que j'avais produit. Et ça, pour moi, ça a été vraiment très important. Parce que quand on est auteuriste, on a tendance à s'écraser nous-mêmes sous la mégatonne que pèse le syndrome de l'imposteur. Tout à fait, et repetite parenthèse, syndrome de l'imposteur, fifi, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo. Filez-la, regardez. Alors, comme le dit un certain éditeur avec qui j'ai travaillé, l'éditeur doit être le premier fan de son auteuriste. Je suis complètement d'accord. Et par contre, il doit aussi savoir lui remettre les pieds sur terre. Moi, j'ai eu besoin d'entendre, ce chapitre, il sert à rien, on est d'accord, on le coupe. Parce que c'était vrai. Ce chapitre servait à rien, il fallait le couper. Alors, je dirais que l'éditoriste, c'est cette personne qui va non seulement soutenir l'auteuriste, mais aussi le pousser à donner le meilleur de lui-même et à tailler au mieux le diamant du livre qu'il ou elle a sous les mains. Je suis encore une fois complètement d'accord. Non mais ça va, je sais, je suis complètement d'accord avec ces auteurs, mais c'est vrai. Non. Bon, ensuite, il y a quand même toute une autre dimension qui est au moins aussi importante. L'éditoriste doit vendre le livre. Parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire, un livre peut être aussi parfait qu'on l'imagine, avoir la plus belle et maîtriser des histoires, s'il est impossible pour ses potentiels lecteurs de le trouver, il n'existera pas. Il faut le mettre en avant, le choyer et faire sa promotion pour qu'un livre se vende. Il faut organiser des événements, contacter du monde, et ça aussi c'est le boulot de l'éditoriste. Autant dire que ça en fait des casquettes. De mon côté du prisme du travail éditorial et de l'écriture, je pense qu'un ou une bonne éditoriste est tout simplement quelqu'un capable de voir le potentiel dans un travail brut, de voir les angles qu'il faut retravailler et qui est en mesure de proposer à l'auteuriste une évolution de son œuvre qui ne brouille pas sa vision première mais la clarifie. Clairement, j'ai trouvé aussi cette fin et cette dernière phrase magnifique. Ouais, on voit que c'est un auteur qui sait manier effectivement les mots et le vocabulaire. Mais c'était pas mal, non? Et j'applaudis un petit peu. En tout cas, n'oubliez pas pour cet auteur ou les éditeurs et éditrices, maisons d'édition qui ont accepté de répondre à mes questions pour cette vidéo, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description comme d'habitude et n'hésitez pas à les soutenir. En bref, donc un éditeur, une éditrice, finalement c'est une personne passionnée qui va accompagner, sélectionner une histoire pour la partager et finalement dire dans l'espoir que les autres l'apprécient autant qu'on l'a apprécié. Et c'est vrai que je ne suis que directrice éditoriale, je ne suis pas éditrice, ça me paraît d'ailleurs impossible vu le travail qu'il faut faire en tant qu'éditrice, je ne me sens absolument pas les épaules ni les cuillères pour le faire, donc déjà j'applaudis et je remercie les éditeurs et les éditrices pour tout le boulot qu'ils font. Et vraiment, n'oubliez pas, c'est une personne derrière aussi vos écrans ou derrière aussi vos courriers, peu importe. Nous ne sommes pas des robots. Peu importe, entre études, expériences, un mix, on apprend tous les jours. Oui, il y a des gens sur Twitter qui sont stricts, rigides, d'ailleurs en passage plus souvent envers l'auto-édition que l'édition, lol pardon, pour qui par exemple il faudrait automatiquement un master 2 métier de l'édition, plus aussi un master communication pour se prétendre éditeur et éditrice. Alors je suis pas du tout partisane du diplôme égal c'est ok tu peux, si t'as pas le diplôme t'es nul. Et pourtant j'ai fait des études, mais pour moi c'est pas parce que j'ai fait des études que je suis douée dans ce que je fais, et c'est pas parce que j'ai fait des études que je suis plus intelligente que tout le monde. Au contraire, d'ailleurs, je pense que question quotient intellectuel, et peu importe le quotient intellectuel qu'on prend, puisque je sais qu'il y en a plusieurs des QI, je suis loin d'être devant les gens. Pourtant, ouais, j'ai fait des études, ça ne veut rien dire en fait. Et arrêtez de croire que c'est de la fausse modestie, ou le syndrome de l'imposteur aussi, c'est peut-être aussi possible. Non, je connais mes limites, c'est pas du tout de la fausse modestie. Je sais très bien là où je suis bonne, entre guillemets, là où j'ai des compétences, là où je peux être utile. Et je sais également que non, il y a des choses, je vais dire direct aux personnes, je peux pas t'aider parce que j'ai pas les compétences. Quand on me pose par exemple une question de correction, je suis navrée de ne pas pouvoir vous aider, mais je ne peux pas le faire parce que déjà je risque de vous dire des conneries, et puis même si je m'aide peut-être de certains sites et de certaines règles, mais si ça se trouve ça s'applique pas on va dire à vous parce que c'est beaucoup trop compliqué le français, donc oui, je vous renvoie à quelqu'un de plus compétent. C'est pas une faiblesse pour moi, c'est juste, oui, on connaît justement ses limites et on connaît là où on est plus loin. Bref, dans le tardigrade, il faut être ouvert.
savoir que l'on ne sait pas tout, même si on édite des livres best-sellers ou qu'on est célèbre, ou qu'on passe justement à l'émission La Grande Librairie. Est-ce que c'est un petit peu mon rêve, juste de parler un petit peu avec ce journaliste? Oui, c'est un petit peu mon rêve, voilà, fin de la parenthèse. On apprend tous les jours, vraiment, donc que ce soit études, expériences, mixtes, mais faites de votre mieux. Et je le sais qu'il y a des éditeurs et des éditrices honnêtes qui vont faire de leur mieux, qui vont vraiment tout faire pour se lever le matin et allez hop, let's go, motivation et on y va. Et puis pour les autres, eh bien on verra, à la limite on les met dans mon vaisseau spatial et puis on les emmène sur Mars. Comment trouver un bon éditeur et une bonne éditrice? Eh bien ça dépend. Déjà le bouche à oreille, les retours ensuite, et enfin je dirais que c'est une sorte de feeling. Par exemple, quand je suis avec un éditeur ou une éditrice, en vrai, sur les salons, c'est vrai que je ressens un petit truc, parfois je me sens bien, et parfois pas du tout. Donc lancez-vous, suivez votre instinct, et si jamais il y a des erreurs, si jamais vous faites des erreurs, si jamais vous avez signé que vous regrettez, ça arrive, d'accord? On décompresse, on respire à fond, on évite un petit peu ces griffes de tardigrade, et tout va bien se passer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aide. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, un Tata-vous-thème auteur dans lequel je reparlerai des chroniques ainsi de comment on va dire gérer les critiques. Aussi, je n'en dis pas plus. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.